Good Evening Business. L'invité. Allez, il est 18h17 sur BFM Business et donc David Cormand, député européen, membre du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, ancien numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts. C'est donc David Cormand qui est notre invité. Bonsoir Monsieur Cormand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Vous avez vu l'Europe qui, quand même assez rare pour être souligné, s'est mis d'accord sur plusieurs points aujourd'hui pour faire face à l'envolée des prix des factures énergétiques. On se met d'accord pour plafonner les revenus de certains énergéticiens. On se met d'accord sur des quotas de réduction de consommation d'énergie. Est-ce que vous trouvez malgré tout que l'Europe avance assez vite dans cette affaire finalement? Comment est-ce que vous regardez ça? D'abord, je trouve un peu injuste quand vous dites par exemple sur le Covid, sur l'achat des vaccins. On peut dire que ça n'a pas été fait comme on aurait voulu, mais quand même elle s'est mise d'accord. Sur le plan de relance suite au Covid avec l'endettement mutualisé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la première fois que ça arrive. C'est vrai. Et quand il y a la guerre, l'offensive de Poutine et de la Russie en Ukraine, pareil. Il y a une réaction européenne, notamment de restriction des livraisons de gaz, qui est assez inédite. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, y compris pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que c'est un momentum important de l'Union européenne. Là où vous avez raison, c'est que depuis 20 ans, on avait l'impression d'une espèce de glaciation de l'Union européenne qui avait du mal. Là, depuis 2-3 ans, parce qu'il y a des événements majeurs, fait que l'Union arrive à bouger. Aussi, sur le Brexit, on s'est serré les coudes. Suite au Brexit, pendant quelques années, il y a eu beaucoup d'événements. Bref, pour en revenir à notre sujet d'énergie, il faut se rappeler que l'Union européenne, elle a été créée, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier à l'origine. Et donc l'origine de l'Union, c'était notamment de gérer la question, après la Deuxième Guerre mondiale, de l'énergie. Et ce qui me trouble, moi, c'est que par rapport à ça, c'est incroyable qu'on n'ait pas anticipé ce qui s'est passé avec la Russie. C'est-à-dire que songez, on le voit avec Nord Stream, qu'il suffisait qu'il y ait un dirigeant, en l'occurrence Poutine, ferme un robinet, parce que là il y a la guerre, mais il aurait pu... et ça désorganise complètement la première puissance économique du monde, qu'est l'Union européenne. Et donc pour moi, c'est ce qu'on est en train de dire. C'était son choix aussi, c'était son propre choix de rester, de se mettre dans la main de Poutine pendant des années finalement. Oui, mais c'est étonnant comme choix. Oui, mais bien sûr. C'est qu'en fait, et c'est ça qu'on est en train de réaliser, c'est qu'en fait, c'est à la fois un révélateur et un accélérateur de nos dépendances et notre vulnérabilité. Et là, l'Union européenne, elle essaye d'agir. Alors, on pourrait discuter, est-ce que tout est parfait, mais sur des mesures d'urgence, donc de plafonnement des prix, d'aide pour les Européennes et les Européens les plus fragiles, les plus vulnérables, et qui vont être en première ligne par rapport à la crise énergétique qu'on est en train de connaître. Comment on accompagne les entreprises, notamment les plus vulnérables, et je pense aux PME, qui, elles, voient... Et quand je dis PME, c'est le boulanger. Vous avez en Belgique, là, je vais souvent à Bruxelles. On en raconte tous les jours, vous savez. Il y a les boulangers qui disent, nous, on va arrêter de faire du pain, parce qu'en fait, le prix de l'énergie fait que ça chamboule tous les repères qu'on avait. Donc là, il y a les mesures d'urgence. Mais il faut faire attention que ces mesures d'urgence soient pas contradictoires avec les mesures de moyen et long terme qui doivent reposer sur la sobriété énergétique. On s'est habitué à une ébriété énergétique au niveau européen qu'il va falloir remettre en question. On dépense beaucoup trop d'énergie, c'est pour ça qu'on n'isole pas nos logements suffisamment, c'est pour ça qu'on continue à trop rouler en camion, en voiture, etc. Donc il va falloir penser comment on repense nos architectures européennes pour dépenser moins d'énergie, et il va falloir produire de l'énergie à base de matières premières qu'on n'importe pas. Mais je relance là-dessus. Le renouvelable, par exemple. Oui, mais il faudra une réponse européenne. Et on se dit, est-ce que tout ça ne va pas finir par tirailler les Européens? On voit les Allemands avant-hier qui annoncent mettre 200 milliards de plus sur la table pour plafonner les prix de l'énergie. Certains commencent à dire, risque de distorsion de concurrence. On voit l'Allemagne qui continue de dire aujourd'hui, nous ne voulons pas plafonner les prix du gaz que nous achetons en dehors d'Europe, alors que certains États comme la France y sont favorables. Est-ce que l'Europe va pas se disloquer là à l'approche de l'hiver? C'est quand même une crainte, ça, fondamentale. Oui, c'est un moment critique. Vous imaginez si dans un moment pareil, d'un seul coup, l'Europe commence à l'unité? C'est pour ça que le pire n'est jamais sûr. Bien sûr qu'il y a un risque. Pourquoi il y a ces distorsions dont vous parlez? C'est parce que les différents pays qui composent l'Union européenne n'ont pas la même dépendance aux différentes formes d'énergie. Vous avez plutôt à l'est de l'Europe... Pas le même mix énergétique du tout. C'est ça. À l'est de l'Europe, c'est plutôt encore très dépendant au charbon, y compris l'Allemagne, qui est encore très dépendante du charbon et de la lignite. C'est son histoire énergétique. D'autres pays qui sont plus dépendants, davantage dépendants du charbon, et d'autres pays qui sont plus dépendants de leur parc nucléaire, comme la France. On est censé être très performant, sauf que quand vous avez la moitié de votre parc qui est en carafe, tout d'un coup, c'est moins performant. Et donc, à la fois, on a des différences, à la fois, on est dans la même galère. C'est-à-dire que quelle que soit notre origine énergétique, de toute façon, le prix est en train d'augmenter, quelles que soient les sources énergétiques. Les seules qui baissent tendanciellement, c'est les énergies renouvelables. Et la meilleure énergie, je reviens à ma histoire de sobriété, c'est celle qu'on n'achète pas et qu'on ne consomme pas. Et donc c'est vraiment pour ça que l'Union européenne, si elle
si les pays visent le statu quo et maintenir leur intérêt actuel de mix actuel, ça sera la dislocation. Si on fait du gagnant-gagnant entre pays européens pour faire une transition énergétique vers plus de sobriété et de renouvelables, là on aura un intérêt objectif. Et pour vous, cette transition énergétique, elle passe pas du tout par le nucléaire. Je vous disais encore il y a quelques jours, vous dites que ce pays est surnucléarisé. Voilà. Est-ce qu'il faut avancer ? En fait, quand je dis qu'il est surnucléarisé, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire qu'on est le seul pays au monde, le seul à avoir un mix énergétique électrique, vous parliez tout à l'heure, qui repose en principe à plus de 70% sur le renouvelable. Il n'y a pas un deuxième pays au monde qui est dans ces proportions-là, et très largement. Donc, si le nucléaire était une solution qui permettait à la France d'être surperformance par rapport aux autres pays, ça se saurait. Parce que ça ne fait pas depuis 5 ans qu'on est autant nucléarisé. Ça fait 40 ans. C'est un pari qu'a fait la France. Oui, non, mais ce sont des choix politiques de ne pas avoir renouvelé à temps ou suffisamment investi non, pour... c'est pas vrai, on l'a fait depuis 20 ans. Non, mais vraiment là-dessus, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Vous vérifierez les chiffres. L'investissement public en recherche et développement en France, l'investissement public recherche et développement sur le nucléaire, il a été stable depuis 20 ans. Il a même légèrement augmenté. Vous dites on n'a pas renouvelé le parc. On a essayé avec l'EPR. Moi, je suis normand. L'EPR de Flamanville, il aurait dû rentrer en fonction en 2012. L'EPR, c'est une autre génération. C'est pas la même chose que les réacteurs qui sont opérationnels depuis 40 ans en France. Mais ces réacteurs... Vous direz bien, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je veux dire, on fait un EPR, c'est normal il faut tenir compte des retours d'expérience. Je sais que c'est long. Ah, mais en plus, il n'y en a pas qu'un. Non, mais il n'y en a pas qu'un. Finlande, mais regardons le parc le plus ancien. Donc on a tort de s'obstiner à vouloir faire des EPR pour vous, finalement. En fait, ça marche pas. Et je vais vous dire, je ne vais pas rentrer dans le débat pour ou contre, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Et puis, c'est pas... On a besoin de régler la question énergétique à très court terme. Les nouveaux réacteurs qu'on va lancer, dans le meilleur des cas, ils seront en fonction en 2035-2040. On a des scénarios aujourd'hui énergétiques, les Verts, on vient d'en publier un, pour avoir 100% de renouvelables électriques en 2035-2040. Donc même si on est pro-nucléaire... Mais comment vous faites ça ? Vous développez du renouvelable, vous faites du stockage avec ce qui existe déjà, de l'hydroélectrique. Vous pensez qu'avec ce qui existe déjà en matière de technologie de stockage, on peut faire du 100% renouvelable à horizon 2035 ? Si on fait les investissements nécessaires en cela, et en tout cas, ça sera plus fiable pour moi que de faire l'affaire du nucléaire, qui aujourd'hui, l'EPR, on ne sait pas faire fonctionner en Europe un EPR. Il y a celui de Finlande qui ne marche pas, il y a celui de Flamanville qui ne marche pas, on ne sait pas le faire. Mais on ne sait pas non plus stocker suffisamment d'énergie renouvelable à ce jour, du fait de l'intermittence des énergies renouvelables, franchement. Oui, mais regardez, notre parc nucléaire actuel, il est intermittent aussi. J'entends bien. Non, mais j'entends bien. En fait, c'est ça qui est compliqué. Non, mais comme vous dites là, il n'y a pas de solution idéale. Vous avez un scénario de l'ADEME. Pourquoi ne pas admettre aujourd'hui qu'il va falloir qu'on peut très bien coexister encore avec une bonne part de nucléaire pendant encore... Vous savez quoi ? De fait, ça va être le cas. Ça va être le cas. De fait, avec le parc ancien. De fait, ça va être le cas. Puisqu'on est à 70% de nucléaire. Il n'y a personne qui vous dit, même l'écolo le plus écolo anti-nuc, qui vous dit pas, demain matin, on ferme toutes les centrales. Vous n'êtes pas surpris de voir que même du côté des écologistes allemands, finalement, certains se sont dit, prolongeons dans l'adversité, prolongeons. Ils n'ont pas le choix. Excusez-moi, pour être précis, c'est même le ministre, le vice-chancelier Abeck qui le dit. Pourquoi ? Parce que le prix du gaz est ce qu'il est. Et d'ailleurs, l'Allemagne ne veut pas continuer à faire venir du gaz. Ils veulent continuer à limiter le charbon. Il y a un plan de sortie du charbon européen à échéance 2040. Donc en fait, les centrales qui étaient prévues pour être fermées au début de l'hiver, ils disent elles sont là, on va les maintenir jusqu'à mi-2023, même fin 2023. On va pas forcer la fermeture, mais ils vont sortir du nucléaire. Ils prolongent pas en disant on s'est trompé, il faut continuer avec le nucléaire. Ils disent devant l'adversité, il faut bien maintenir. Et moi, sur le parc nucléaire français, je vous dis pas qu'il faut fermer toutes nos vieilles centrales. Ce que je vous dis, c'est qu'elles arrivent à échéance les unes après les autres. Vous dites qu'il ne faut pas construire de nouveaux EPR, c'est ça que vous dites. On ne sait pas le faire. C'est pas que on ne sait pas les faire. C'est objectivement 10 ans de retard, 14 milliards de surcoût. Je suis d'accord. Donc en fait, nos centrales qui existent déjà... Il y a eu des retours d'expérience, je dis juste ça. Il y a eu des retours d'expérience qui devraient peut-être nous permettre, allez, soyons optimistes, de les faire sortir de terre à la date prévue. Donc faisons les trucs qui marchent. Moi, il y a le parc nucléaire actuel. Oui, j'entends. Ceux qui sont réparables, parce qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes nucléaires, c'est logique. Vous savez, les gens qui ont conçu les centrales nucléaires, moi je ne jette pas l'opprobre sur ces ingénieurs. Ils avaient fait des centrales pour durer 40 ans, elles ont duré 40 ans. Là, on dit, ça serait mieux de les prolonger. Et on se rend compte
qui est logique. Elles étaient conçues pour durer 40 ans. D'accord. Qu'on n'arrive pas à les prolonger toutes plus de 40 ans. Bon. Celles qu'on peut faire dans de bonnes conditions, de toute façon, on n'a pas trop le choix, il faut le faire. Mais avec l'idée qu'effectivement, on a des solutions alternatives qui peuvent venir. Bon. C'est pas la sortie brutale, c'est... Voilà. 10 secondes, David Cormand, on est au bout. On passera l'hiver si on fait tous un effort sur une consommation d'énergie. Il y a toute une pédagogie à faire. Là, est-ce qu'on fait cette pédagogie auprès des Français en quelques semaines là, oui, mais attention, moi je ne suis pas d'accord sur le fait de faire peser la responsabilité. Non, mais sans faire peser la responsabilité. Non, mais c'est pas à vous que je le dis. Oui. C'est que l'histoire des cols roulés et du Tancarville pour faire sécher les slips, plutôt que c'est bien gentil, mais en fait, il y a eu des choix politiques de fait en matière énergétique, en matière de non-isolation des logements. C'est à l'initiative politique de faire en sorte que les gens ne soient pas prisonniers de leur dépendance énergétique. Et qu'on ne nous fasse pas porter des cols roulés pour autant. Merci beaucoup David Cormand. Merci de passer nous voir, le député Merci à vous. Européen écologiste, groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, ancien numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts.